Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Quel prix pour un mur en parpaing? Voici un calcul des coûts et dans cette vidéo, je vais aller jusqu'au bout du sujet pour que, à la fin, je puisse estimer un budget réaliste sans me faire surprendre par les dépenses qu'on oublie presque toujours au départ. Si je reste jusqu'à la fin de ce calcul, je vais comprendre pourquoi deux murs qui paraissent identiques sur le papier peuvent afficher plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros d'écart, simplement à cause des fondations, de la hauteur, du type de parpaing, de la main-d'œuvre ou encore des finitions. L'idée ici, ce n'est pas de donner un chiffre au hasard, mais de construire un vrai raisonnement de calcul, étape par étape, pour savoir combien coûte réellement un mur en parpaing selon le projet. Quand on parle d'un mur en parpaing, on pense souvent d'abord au prix du bloc lui-même, et c'est justement l'erreur classique. Le parpaing n'est qu'une partie du budget. En réalité, le coût total dépend de la surface du mur, du nombre exact de blocs, du mortier, du béton pour la semelle, du ferraillage, des poteaux raidisseurs s'il en faut, des chaperons ou couvertines en finition, de l'enduit si le mur doit être habillé et bien sûr de la pose si je fais intervenir un maçon. C'est pour ça qu'un prix au mètre carré pris sur Internet sans contexte ne suffit jamais. Pour faire un calcul intelligent, je dois d'abord définir précisément le projet. Est-ce que je parle d'un mur de clôture extérieur, d'un mur de séparation de terrain, d'un mur de soutènement léger, même si dans ce cas le parpaing standard n'est pas toujours la bonne solution? Est-ce que je veux un mur brut, simplement monté, ou un mur fini avec enduit et couvertine? Est-ce qu'il fait 1,20 mètres de haut, 1,80 mètres, 2 mètres? Est-ce qu'il est parfaitement droit et simple ou avec des retours, des angles, des poteaux et éventuellement une réservation pour un portail? Tout cela change la facture. Le point de départ, c'est la surface du mur. Je prends la longueur multipliée par la hauteur. Si j'ai un mur de 10 mètres de long sur 2 mètres de haut, j'obtiens 20 mètres carrés. C'est la base du calcul, mais ce n'est pas encore le coût final. Ensuite, je regarde le format du parpaing. Le plus courant pour ce type de projet, c'est le parpaing creux de 20 cm d'épaisseur, souvent au format 20 par 20 par 50 cm. En façade apparente d'un mur de clôture standard, on compte environ 10 parpaings par mètre carré, parce qu'un bloc de 50 cm de long sur 20 cm de haut couvre en théorie 0,1 mètre carré. En tenant compte des joints, on reste autour de cette valeur. Donc, pour mon exemple de 20 mètres carrés, je vais avoir besoin d'environ 200 parpaings. Ensuite, je dois intégrer une marge pour les coupes, la casse, les imprévus et les blocs spécifiques. Donc, je peux raisonnablement prévoir entre 5 et 10% de plus. Cela m'amène plutôt vers 210 à 220 blocs. Si un parpaing coûte par exemple entre 1,50 € et 2,50 € selon la qualité, le fournisseur et la région, alors le budget bloc pour ce mur de 20 mètres carrés va déjà se situer dans une fourchette d'environ 315 à 550 €. Mais ce n'est que le début. Il faut maintenant parler du mortier de montage. Pour assembler les parpaings, il faut du ciment, du sable et de l'eau, ou bien un mortier prêt à l'emploi. La quantité dépend de l'épaisseur des joints et de la façon de travailler, mais pour un mur comme celui-ci, je peux retenir un ordre de grandeur qui représente un coût non négligeable, souvent quelques dizaines à plus d'une centaine d'euros pour un petit mur, davantage sur des longueurs importantes. Si je fais le mélange moi-même, je dois intégrer les sacs de ciment, le sable et éventuellement la location ou l'usage d'une bétonnière, si je n'en ai pas. Si je prends des sacs de mortier prêts à l'emploi, je paie plus cher à l'achat, mais je gagne du temps et je simplifie la logistique. Ensuite, il y a un poste que beaucoup sous-estiment, et c'est pourtant celui qui peut faire exploser le budget, ce sont les fondations. Un mur en parpaing ne se pose pas simplement sur le sol. Il lui faut en général une semelle ou une fondation adaptée, avec terrassement, ferraillage et coulage du béton. Le dimensionnement exact dépend du terrain, de la hauteur du mur, de la nature du sol, des charges et des règles de mise en œuvre. Mais dans un calcul de budget, je dois au minimum retenir que le mur repose sur une base en béton armé. Prenons un exemple simple.
Si mon mur fait 10 mètres de long et que je réalise une semelle de 40 cm de large sur 50 cm de profondeur, cela représente un volume de béton d'environ 10 fois 0,40 fois 0,50, soit 2 mètres cubes. Selon que je commande du béton prêt à l'emploi ou que je le fabrique sur place, selon l'accès au chantier, selon les prix locaux et le coût du ferraillage, cette fondation peut rapidement représenter plusieurs centaines d'euros, parfois bien plus si les fouilles sont difficiles ou si le terrain est en pente. Et ce poste est essentiel parce qu'un mur mal fondé, c'est un mur qui fissure, qui bouge ou qui se déforme avec le temps. Il faut aussi tenir compte du ferraillage du mur lui-même. Sur un mur de clôture un peu haut, on ne monte pas simplement des rangées de blocs sans renfort. On prévoit souvent des poteaux raidisseurs intégrés, avec des parpaings d'angle ou des blocs poteaux, plus des armatures verticales et parfois horizontales. Là encore, ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question de budget. Les blocs spécifiques coûtent plus cher que les blocs standards, les aciers ont un prix et il faut aussi du béton de remplissage dans les poteaux. Si je fais un mur de 10 mètres avec des poteaux raidisseurs tous les 2,50 à 3 mètres, je vais avoir plusieurs points renforcés à intégrer. Cela peut sembler secondaire dans un devis approximatif, mais sur le coût total, l'écart se voit rapidement. Maintenant, si je veux estimer un prix réaliste, je dois distinguer le coût des matériaux et le coût posé par un professionnel. En autoconstruction, je peux réduire fortement la facture de main-d'œuvre, mais je prends à ma charge le temps, l'outillage, les livraisons, les erreurs éventuelles et la difficulté technique. Si je passe par un artisan ou une entreprise de maçonnerie, le prix augmente, mais je paie aussi la compétence, la rapidité, les garanties et la qualité d'exécution. C'est pour ça qu'on voit souvent de grandes variations de prix au mètre carré. En matériaux seuls, un mur en parpaing peut sembler assez abordable. Mais une fois qu'on ajoute fondation, armature, finition et pose, on change complètement d'échelle. Pour donner un cadre, un mur en parpaing brut, sans enduit haut de gamme, peut parfois démarrer dans une zone de prix modéré, sur de petites hauteurs et un terrain facile. Mais un mur complet et bien fini, surtout avec intervention d'un professionnel, peut vite atteindre un coût nettement supérieur par mètre carré ou par mètre linéaire. Et c'est là qu'il faut faire attention à la manière de calculer. Beaucoup de gens raisonnent en mètres carrés de murs visibles, alors que sur le devis, le maçon va intégrer des éléments calculés en mètres linéaires, en volume de béton, en quantité d'acier, en temps de chantier et en contrainte d'accès. Je vais donc faire un calcul complet sur un cas concret pour voir comment toutes les lignes s'additionnent. Imaginons un mur de clôture de 10 mètres de long sur 2 mètres de haut, soit 20 mètres carrés. Je pars sur des parpaings creux, standard de 20 cm. Il me faut environ 200 blocs, plus une marge, disons 220. Si le bloc est à 1,80 €, cela fait 396 €. J'ajoute le mortier de montage, que je peux estimer, selon la méthode et les prix locaux, autour de 80 à 180 € pour cette dimension. Je prends une valeur médiane de 130 €. Je suis donc déjà à 526 € pour le montage des rangs seuls. Maintenant, les fondations. J'ai vu un volume d'environ 2 mètres cubes de béton pour une base simple de 40 par 50 sur 10 mètres. Si je valorise le béton, le ferraillage de semelles, les coffrages éventuels et les petites fournitures, je peux facilement me situer entre 350 et 700 € en matériaux, parfois davantage selon le chantier. Prenons 500 € pour rester dans un ordre de grandeur cohérent. Je suis à 1026 €. Ensuite, les poteaux raidisseurs et le ferraillage vertical. Supposons 4 à 5 renforts sur la longueur, avec blocs spécifiques, acier et béton de remplissage. Ce poste peut représenter, pour un petit mur, entre 150 et 350 €. Prenons 250 €. J'arrive à 1276 €. Si je veux une finition supérieure avec des chaperons sur le dessus pour protéger le mur et lui donner un aspect plus propre, j'ajoute encore un poste. Sur 10 mètres, selon le type de couvre-mur, je peux être entre 150 et 400 € fourniture seule. Prenons 250 €. Je suis à 1526 € de matériaux et éléments principaux, avant même de parler d'enduit.
Si je laisse le mur brut, c'est une chose. Si je veux un enduit sur une ou deux faces, le budget monte encore. Un enduit peut représenter un coût significatif en matériaux et surtout en main-d'œuvre, car la préparation et l'application demandent du temps. Sur 20 mètres carrés de mur, si je traite deux faces, j'ai 40 mètres carrés à enduire. Là, selon la finition choisie, le support et l'entreprise, le coût peut devenir très important. Si je reste en brut, mon mur me revient en matériaux autour de 1 500 € dans cet exemple, hors outillage, livraison et aléas. Cela représente environ 150 € par mètre linéaire, ou environ 75 € par mètre carré de mur. Mais attention, ce chiffre ne veut rien dire si je le compare à un autre projet sans fondation équivalente ou sans renfort. Si j'ajoute la main-d'œuvre d'un maçon, le coût total peut facilement doubler, ou plus selon la région, l'accessibilité et la complexité. Ce qui veut dire qu'un mur de 10 mètres sur 2 mètres peut très bien finir à 2 500, 3 500, 4 500 € ou davantage, selon son niveau de finition et la réalité du chantier. Maintenant, je vais détailler ce qui fait varier le prix pour que je puisse ajuster mon propre calcul. Le premier facteur, c'est la hauteur. Plus le mur est haut, plus il faut de parpaing, mais surtout plus la structure doit être soignée. Entre un mur de 1 mètre et un mur de 2 mètres, je ne double pas seulement la quantité de blocs, je peux aussi avoir des fondations plus sérieuses, plus de renforts, plus de précautions de pose. Le deuxième facteur, c'est l'épaisseur. Un mur en 15 cm, en 20 cm ou en 25 cm ne va pas coûter la même chose. En clôture, le 20 cm est fréquent, mais selon l'usage, l'épaisseur peut changer et le prix aussi. Le troisième facteur, c'est la nature du terrain. Sur un terrain plat, stable, facile d'accès, le chantier est beaucoup plus simple. Sur un terrain en pente, argileux, humide ou difficile à creuser, le coût grimpe très vite. Le quatrième facteur, c'est l'accès. Si les matériaux peuvent être déposés juste à côté, c'est une chose. Si tout doit être transporté à la main sur plusieurs dizaines de mètres, derrière une maison, sans accès camion, la main-d'œuvre augmente. Le cinquième facteur, c'est le niveau de finition. Un mur brut de parpaing n'a rien à voir, en coût total, avec un mur enduit, coiffé de couvertines, avec joints soignés, poteaux apparents et éventuellement peinture de façade. Le sixième facteur, c'est la présence d'ouvertures ou d'éléments particuliers. Dès qu'il y a un portail, un portillon, des retours, des angles, des poteaux plus massifs, des longrines spécifiques ou une adaptation à l'existant, le chantier devient plus technique. Le septième facteur, c'est la région et l'entreprise choisie. Les tarifs de main-d'œuvre ne sont pas les mêmes partout. Le huitième facteur, c'est la quantité totale. Un tout petit chantier coûte proportionnellement plus cher parce qu'il y a des frais incompressibles de déplacement, d'installation et de livraison. Il faut aussi comprendre qu'on peut calculer le prix d'un mur en parpaing de deux manières complémentaires, soit au mètre carré de surface de mur, soit au mètre linéaire. Le calcul au mètre carré est pratique pour estimer les blocs et la peau du mur. Le calcul au mètre linéaire est souvent plus parlant pour les clôtures, parce que les fondations, les poteaux et les chaperons suivent d'abord la longueur. Si je garde une hauteur constante, le mètre linéaire devient très utile. Par exemple, pour un mur de 2 mètres de haut, un mètre linéaire correspond à 2 mètres carrés de mur. Si mon coût complet est de 300 € par mètre linéaire, cela revient à 150 € par mètre carré visible. Mais si je descends à 1,20 mètres de haut, le rapport change. C'est pour ça qu'un prix annoncé sans hauteur ne veut pas dire grand-chose. Une autre question importante, c'est de savoir si faire soi-même est réellement rentable. Sur le papier, oui, parce que j'économise la main-d'œuvre. Mais il faut être honnête sur le temps, la précision nécessaire et les risques. Monter un mur droit, d'aplomb, avec des fondations correctes, un bon alignement, des joints réguliers et un ferraillage cohérent, ce n'est pas juste empiler des blocs. Si je me trompe sur les niveaux ou sur la base, le mur entier peut être compromis.
Il faut aussi intégrer l'achat ou la location des outils comme la bétonnière, les règles, les niveaux, les cordeaux, les étais éventuels, les outils de coupe, sans oublier l'évacuation des déblais si je creuse les fondations. Dans certains cas, je peux faire les terrassements moi-même et confier la maçonnerie à un pro, ou inversement. C'est une façon de réduire un peu la facture, mais il faut que la coordination soit claire. Je dois aussi faire attention à la différence entre un prix de fourniture affiché en magasin et le coût rendu chantier. La livraison de palettes de parpaing, de sable, de ciment, de béton ou d'acier a un coût. Sur un petit projet, cette ligne peut sembler secondaire, mais elle pèse. De même, les consommables comme les planches de coffrage, les cales, les liens d'armature, les brouettes, les bâches, les protections et les petites fournitures s'additionnent. Un budget bien calculé doit toujours prévoir une marge pour les imprévus. Personnellement, sur ce genre de projet, prévoir 10% de sécurité n'est pas du luxe. Si je calcule tout au plus juste, je risque presque toujours de dépasser. Maintenant, je vais faire varier le même exemple pour montrer comment le prix évolue. Si au lieu d'un mur de 10 mètres par 2 mètres, je réalise un mur de 10 mètres par 1,20 mètres, ma surface n'est plus de 20 mètres carrés, mais de 12 mètres carrés. J'aurai donc environ 120 parpaings plus marge. Le poste-bloc baisse clairement. En revanche, la fondation sur 10 mètres reste présente. Elle peut être un peu moins dimensionnée selon le cas, mais elle ne disparaît pas. Résultat, le coût total ne baisse pas dans la même proportion que la surface du mur. C'est très important à comprendre. Les petits murs sont moins chers au total, mais pas forcément beaucoup moins chers au mètre carré. À l'inverse, si je fais un mur beaucoup plus long, par exemple 30 mètres, certains coûts fixes se répartissent mieux et le prix unitaire peut être un peu plus favorable, même si le montant global monte fortement. Si je prends maintenant la question de l'enduit, c'est encore un point qui peut complètement changer l'enveloppe. Un mur en parpaing brut est rarement le rendu final recherché, surtout en façade ou en clôture visible. Avec un enduit, je gagne en esthétique et en protection, mais j'ajoute un poste conséquent. Et si je veux quelque chose de vraiment propre, avec une teinte homogène et une finition soignée, il faut souvent un vrai savoir-faire. Beaucoup de budgets de départ oublient ce poste, puis la facture finale surprend. Même logique pour les couvertines. Au début, on se dit que ce n'est qu'une finition. En réalité, elle protège le dessus du mur des infiltrations, améliore la durabilité et change l'apparence générale. Les supprimer peut faire baisser le prix immédiat, mais ce n'est pas toujours un bon calcul à long terme. Je dois aussi préciser qu'il existe différents types de parpaings et que cela influence le prix. Le parpaing creux standard est le plus économique et le plus courant. Les blocs d'angle, les blocs poteaux, les blocs en nu ou chaînage coûtent plus cher, mais sont souvent nécessaires à une mise en œuvre sérieuse. Si je fais mon calcul uniquement avec des blocs standards, je sous-estime forcément le budget. Il faut donc bien panacher les références en fonction de la structure du mur. Et puis, il y a le cas des murs avec pente de terrain. Là, le mur peut être en redans, c'est-à-dire en marches successives. Cela complique le traçage, la fondation, parfois le drainage selon le contexte, et cela crée plus de découpes et plus de temps de travail. Encore une fois, le coût grimpe. Si je résume la logique de calcul, je commence toujours par définir longueur, hauteur, épaisseur et usage du mur. Ensuite, je calcule la surface pour connaître l'ordre de grandeur en bloc. Puis je détermine le type de fondation nécessaire sur toute la longueur. J'ajoute les armatures et les blocs spécifiques pour les renforts. Je complète avec le mortier de montage et les éventuelles finitions comme couvertine et enduit. Ensuite seulement, je compare le coût matériau à un coût posé par un professionnel. C'est cette méthode qui permet d'éviter les estimations irréalistes. Pour donner une idée pratique, si je veux un chiffre rapide, je peux me dire que le coût du bloc n'est qu'une petite partie du total, parfois une partie étonnamment faible face à l'ensemble du chantier. C'est contre-intuitif, mais très important. Beaucoup de gens pensent payer surtout la maçonnerie visible. En réalité, ce qu'on ne voit pas, comme les fondations, les aciers, la préparation et la mise en œuvre, pèsent énormément. Il faut aussi penser au calendrier. Un mur en parpaing n'est pas qu'un achat de matériaux, c'est une succession d'étapes. Implantation, terrassement, fondation,
temps de prise, élévation du mur, remplissage des poteaux, pose des chaperons, séchage, finition. Si le chantier s'étale ou si la météo est mauvaise, cela peut jouer sur le coût ou sur l'organisation. Et si je fais faire les travaux, je dois m'assurer que le devis détaille clairement ce qui est inclus. Est-ce que les fouilles sont comprises, l'évacuation des terres, le béton de fondation, le ferraillage, les poteaux raidisseurs, les couvertines, l'enduit sur une face ou deux, le nettoyage de fin de chantier? Sans ce niveau de détail, je ne compare pas réellement deux offres. Un prix plus bas peut simplement masquer des postes non inclus. La meilleure manière d'estimer mon mur en parpaing, c'est donc de raisonner en coût complet. Pour un petit mur simple, je peux rester dans une enveloppe relativement accessible si je fais moi-même et que le terrain est facile. Pour un mur de clôture, propre, durable, bien fondé, posé par un professionnel et avec finition, le budget doit être vu de façon beaucoup plus large. Et c'est normal, parce qu'on ne paie pas seulement des parpaings, on paie un ouvrage de maçonnerie qui doit rester stable et propre pendant des années. Si je devais retenir une idée clé, ce serait celle-ci. Pour savoir quel prix pour un mur en parpaing, je ne pars jamais d'un simple prix du bloc ni d'un prix au mètre carré trouvé au hasard. Je pars d'un calcul des coûts poste par poste, avec une vraie logique de chantier. C'est cette méthode qui me permet d'anticiper le budget réel, de discuter intelligemment avec un artisan, de comparer les devis et surtout d'éviter les mauvaises surprises. Et si je veux être encore plus précis, je peux prendre mon projet exact, mesurer la longueur et la hauteur, lister les finitions souhaitées, puis refaire ce calcul avec mes quantités réelles. À partir de là, je saurai très vite si je suis sur un mur économique, sur un projet intermédiaire ou sur une clôture maçonnée plus haut de gamme avec toutes les finitions. Le plus important, c'est d'avoir compris que le vrai prix d'un mur en parpaing n'est jamais un seul chiffre universel, mais le résultat d'un ensemble de choix techniques, esthétiques et pratiques. Une fois qu'on a cette grille de lecture, on ne regarde plus du tout un devis de la même manière, et on sait enfin où part réellement l'argent.